Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2022 et aujourd'hui on se retrouve justement pour faire un petit bilan de la chaîne et voir ce qu'il s'est passé en 2021. Donc tout d'abord en 2021, alors oui, si vous voyez que je baisse le regard, c'est tout simplement parce que j'ai mon anti-sèche qui est ici, je ne peux pas tout avoir en tête évidemment. Donc petit bilan 2021, 3600 nouveaux abonnés, donc merci à vous, merci à toi qui a rejoint la chaîne Urbex Drone et Filmmaking, 255 000 vues et je me suis aperçu également que la majorité des vues, donc à peu près 76%, viennent de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc vous êtes encore 76% à me regarder et à ne pas vous être abonné à ma chaîne. Donc maintenant, tout de suite, on va cliquer donc sur le petit bouton s'abonner, on va activer la cloche et pourquoi pas mettre le petit pouce bleu, comme ça on n'oublie pas. En termes de nombre de vidéos publiées, donc je n'ai publié que 10 vidéos. Alors ça s'explique tout simplement par un manque de temps. Donc j'avais pas mal de projets à côté, donc c'était un peu compliqué de vous faire du contenu. Donc en 2022, je vais essayer de faire plus que ça. Ensuite, je vous avais parlé dans une vidéo donc d'une formation que j'étais en train de préparer ou que du moins que je voulais lancer. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai pas le temps du tout et le peu de temps que j'ai, eh bien je préfère le consacrer à mettre du contenu donc sur ma chaîne YouTube et du contenu donc qui est accessible à tout le monde gratuitement. Également en 2021, j'ai mis en ligne mon site 25nuancesdefps.fr. Donc ce site répertorie tous mes tutos YouTube. Donc ils sont classés. Vous avez également un onglet Mon matériel où je parle un petit peu, ou plutôt je présente le matériel que j'utilise, également du matériel que je recommande. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc vous êtes nombreux à visiter le site. Il sera alimenté au fur et à mesure. Peut-être qu'il y aura un jour une section blog où je parlerai un peu plus en détail des produits que j'utilise. Alors maintenant pour 2022, qu'est-ce qui est prévu en termes de vidéos? Donc déjà je vais faire des vidéos sur le logiciel Spoox. Donc je vais faire des petits tutos assez courts, à peu près 5 minutes, pour vous faire découvrir ce logiciel parce que je l'utilise et franchement j'en suis satisfait. Donc j'ai envie de continuer à vous faire quelques petits tutos là-dessus. Pour les autres tutos, donc on va continuer sur du DaVinci Resolve. Je vais essayer d'élargir un petit peu le contenu. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des souhaits par rapport à des vidéos que vous voudriez que je fasse, eh bien mettez-les dans les commentaires tout de suite pour ne pas l'oublier et je verrai ce que je peux produire comme contenu. Maintenant on va passer aux faits marquants, donc aux sorties qui ont eu lieu en 2021, donc logiciel et matériel. Donc tout d'abord en 2021, donc on a eu DaVinci Resolve 17, donc aujourd'hui on est à la 17.4.3 si je ne me trompe pas. Blackmagic Design donc continue d'innover avec son logiciel. Donc on a un logiciel qui est maintenant parfaitement stable, rapide. Évidemment, il faut avoir donc un PC qui tienne la route ou alors un Mac M1 parce que vous le savez, il y a une version qui a été sortie spécifiquement pour les puces M1 Mac. Également sur DaVinci Resolve 17, je voulais vous en parler, il y a une offre qui est sortie sur Miss Numérique qui permet, je crois pour 255 ou un peu plus euros d'avoir la licence DaVinci Resolve Studio plus le Speed Editor. Donc le Speed Editor était en rupture de stock, aujourd'hui il est de nouveau disponible sur Miss Numérique. Donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description et vous pourrez retrouver donc l'ensemble de ces informations sur mon site internet. Donc la Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro, c'était donc en février 2021. En février 2021 également, Sony a sorti la Sony FX3. Alors j'ai un peu de mal des fois à parler, il faut que j'essaye d'articuler un peu plus. Donc la Sony FX3 qui est la caméra donc de cinéma la plus petite et la moins chère pour les cinéastes professionnels. Alors la moins chère, je sais pas, je crois qu'elle doit être aux alentours des 5-6 000 euros. À vérifier, c'est pas low cost, mais bon, c'est pour un public plutôt professionnel. Ensuite, on a en mars 2021 le Sony Alpha One qui est sorti, donc qui est plutôt un appareil photo qui est dédié donc au shooting sportif, en tous les cas pour des événements où il y a besoin de shooter avec des grosses rafales, puisqu'on est sur du 30 images par seconde. Évidemment, on est sur un capteur plein format, donc de 50 millions de pixels. La sensibilité ISO va de 100 à 32 000. Il y a également un mode vidéo 8K 30 fps et 4K 120 fps. Il pèse 737 grammes et coûte 7300 euros. Donc ça, c'était en mars 2021. En mars 2021 également, donc on a DJI qui a sorti le DJI FPV, qui est, je pense, donc le premier drone FPV de DJI, suivi après en avril 2021 par le DJI R2S, donc qui est en fait un mini Mavic 2 Pro, donc qui est peut-être moins contraignant au niveau de la législation européenne sur les drones. En juin 2021, on a eu donc le GH5 Mark II, cette fois-ci donc chez Panasonic, toujours sur un capteur micro 4 tiers, 20 millions de pixels, de la 4K 60 fps, de l'enregistrement en interne en 4.2.2 10 bits et surtout donc l'enregistrement vidéo est illimité et permet également de faire du live streaming. En août 2021, donc cette fois-ci durant l'été, on a eu le Sony
ZV-E10, donc le ZV-E10, qui est une caméra vraiment tournée pour le vlog. Donc maintenant, en octobre 2021, Tamron nous a régalé avec un objectif 28-75 VXD G2, qui est l'évolution du 28-75 RXD, donc avec un moteur de mise au point qui est plus performant, un bouton qui peut être paramétrable. Vous pouvez par exemple paramétrer la mise au point en mode linéaire ou encore une mise au point d'un point A vers un point B. Vous avez toujours chez Tamron donc le 35-150 f2 2.8, donc ça pareil, un super objectif. Alors il est un petit peu cher parce que je crois qu'on dépasse les 1500 €, on doit être aux alentours des 1500-1800 €, je sais plus exactement, mais en tous les cas une belle plage focale, donc 35-150, donc c'est vraiment top. Au niveau de l'ouverture, donc on est sur du 2 à 2.8, donc ça dépend de la focale que vous utilisez. Également en octobre 2021, Sony a lancé le Sony A7 IV, donc qui vient succéder à la 7 III. Donc les livraisons sont prévues début 2022, mais attention, attention, il pourrait y avoir du retard au niveau des prochains envois, tout simplement parce qu'on fait face à une pénurie de puces, et ça c'est vrai chez tous les constructeurs. Donc les gens qui l'ont précommandé l'auront sûrement début 2022, donc en janvier, mais par contre pour les autres, il va falloir être un peu patient. Chez Canon, donc Canon nous a également offert façon de parler, le Canon EOS R3 qui est sorti je crois en novembre 2021, qui permet de faire des rafales de 30 images par seconde, qui est plutôt un boîtier orienté photo et qui permet, et ça c'est une fonction qui est assez intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir des tutos là-dessus ou des revues sur ce boîtier. Ce boîtier permet en fait de contrôler l'autofocus directement avec l'œil. Donc quand vous mettez votre œil en fait dans le viseur, et bien vous avez tout un tas de capteurs qui vont analyser la position de votre œil et de votre rétine et qui va permettre donc de faire la mise au point en suivant ce que vous regardez avec votre œil. Donc on est vraiment sur un boîtier orienté photo. DJI est revenu donc en novembre 2021 avec deux sorties produits, donc une action cam qui est la DJI Action 2 et un drone qui est le DJI Mavic 3, donc deux sorties pour DJI en novembre 2021. Enfin Nikon donc a sorti en décembre 2021, donc c'est tout récent, le Nikon Z9. Donc le Nikon Z9, je vais vous lire un petit peu les specs. Donc on est sur un capteur full frame de 45,7 millions de pixels, on est sur de l'enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde ou 4K en 120 images par seconde, de l'enregistrement interne en 10 bits, en ProRes 422 HQ et également la prise en charge du H265. Donc ce Nikon Z9 devrait être livré donc début 2022. Néanmoins, comme pour Sony, il pourrait y avoir des retards de livraison au niveau donc de ces boîtiers, tout simplement à cause de la pénurie de puces. Donc Nikon a même annoncé que les prochaines livraisons n'auraient pas lieu avant octobre 2022 les amis, donc c'est pas tout à fait demain. Et puis DJI qui est revenu donc en décembre 2021 pour les fêtes avec le DJI Ronin 4D, donc qui est une caméra plus une nacelle, ou plutôt une caméra qui est incorporée à une nacelle qui est stabilisée sur 4 axes. Donc ça c'est un nouveau type de produit, on n'avait pas encore vu ça. Je sais pas si ça a encore beaucoup trouvé son public, mais en tous les cas c'est un nouveau produit de DJI en décembre 2021 et je crois qu'il avait été annoncé vers le mois d'octobre. Donc maintenant si on remonte un petit peu en 2020, n'oublions pas qu'on a toujours donc le Canon R5 et R6 qui sont d'excellents boîtiers, le Sony A7S III, très bon boîtier pour la vidéo, qui est sorti aussi en 2020, et DJI avait sorti donc 3 produits en 2020. Alors peut-être que j'en oublie, j'ai fait un choix éditorial, mais on avait le DJI Pocket 2, donc qui est la petite caméra stabilisée. Et donc en 2020, DJI avait également sorti les deux Ronin, les deux stabilisateurs Ronin, donc le RS-C2 et le RS2. Donc maintenant quelques nouvelles donc sur le marché un petit peu des boîtiers, des appareils photo, des réflexes. Donc le CEO de Canon a annoncé que Canon allait arrêter d'ici quelques années le développement de ces boîtiers réflexes pour se focaliser donc sur les mirrorless, donc sur les boîtiers hybrides. Et a priori donc le dernier boîtier réflexe de Canon devrait être le 1DX Mark III. Maintenant sur le premier trimestre 2022 côté Canon, donc on devrait voir le Canon EOS R5C qui est un boîtier plein format de 45 millions de pixels, donc qui embarque le Canon Log 3, qui embarquerait peut-être, donc c'est des rumeurs, le Canon Log 2. On aurait de l'enregistrement 8K en 30 images par seconde en illimité dans le format Cinema RAW Lite, XF, AVC et également MP4. Donc on aurait également sur ce boîtier un port HDMI donc classique, donc un vrai port HDMI, donc ni du mini ni du micro HDMI. Et on aurait également donc un écran LCD qui ne s'intégrerait pas directement dans le fond du boîtier, tout simplement parce qu'on aura un système de refroidissement qui sera un système
actif, donc pour essayer de ne pas reproduire le même problème qu'il y a eu donc sur le R5 qui chauffe un petit peu, même beaucoup. Donc du coup là ils vont mettre un ventilateur qui va permettre de garder des températures acceptables au niveau du boîtier. Également, donc, je voulais parler de projecteurs, je voulais parler un petit peu de lumière. Donc on connaît les lumières un peu low cost type Neewer ou Godox. D'ailleurs là je suis éclairé par du Godox, par la SL60. Et Aputure donc a sorti récemment, donc en décembre, deux nouvelles lumières, donc la 60D, donc qui est l'équivalent de la SL60 donc chez Godox ou chez Neewer, et également donc la 60X. La 60D est réglée donc sur 5600 Kelvin, donc lumière du jour. Le projecteur qui est ici est en lumière du jour, et le 60X, donc on est sur du 2700 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin. Ça coûte moins de 200 €. C'est Aputure qui fabrique donc ces projecteurs Amaran. Donc Amaran, c'est vraiment la marque low cost de Aputure. Donc on est sur une qualité de construction qui est un peu moins... Enfin, clairement, la construction est beaucoup moins qualitative que les lumières Aputure, mais c'est aussi beaucoup moins cher. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc la 100D est à moins de 230 €. La 200D, donc qui est un projecteur beaucoup plus puissant, est à peu près à 389 €. Et donc ces lumières-là, les 100D et les 200D, sont sorties en début d'année. Concernant le Sony A7 IV, donc j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Donc ce boîtier a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Il y en a qui ont dit mais voilà, mais on est sur de la 4K, mais la 4K 60p, elle est croppée. Alors oui, effectivement, mais ça reste un boîtier, en fait, c'était pas possible en fait que Sony sorte un boîtier qui concurrence directement l'A7S III, tout simplement parce qu'on n'est pas sur la même gamme de boîtiers. Donc on pouvait pas s'attendre à avoir la même chose dans un boîtier A7 IV que dans le boîtier A7S III. Donc je pense que l'upgrade vaut le coup. Après, encore une fois, moi je tourne avec un boîtier A7 III, je reste pour l'instant sur l'A7 III, ça marche très bien. Je pense que l'idéal c'est déjà de se familiariser avec les boîtiers Sony avant vraiment d'investir beaucoup d'argent dans des modèles haut de gamme. Après, je pense que l'upgrade est valable et moi je compte passer donc de l'A7 III à l'A7 IV. Je sais pas encore parce que ça coûte un bras, mais ça viendra peut-être sur 2022. Un petit retour sur le marché global des caméras. Donc effectivement, je vous le disais, il y a un magazine japonais donc, qui a publié un numéro spécial pour le nouvel an et qui prévoit un petit peu les performances de l'industrie des caméras pour 2022. Donc d'après ce magazine, le marché se contracte fortement et est en récession structurelle. De nombreuses entreprises sont dans le rouge et ont une baisse significative de leurs bénéfices. Donc si vous combinez cela avec l'augmentation du prix des capteurs en raison des pénuries de puces, eh bien les choses devraient très mal tourner pour 2022. Donc attention, 2022 sera une année charnière. Alors oui, je m'hydrate un petit peu parce que maintenant on va parler des rumeurs. Donc tout d'abord les rumeurs pour Sony sur 2022. Donc sur 2022, on devrait voir à peu près 5 nouveaux boîtiers. Alors ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, donc petit disclaimer, ça ne va pas forcément se produire. A priori, donc Sony devrait sortir donc son Sony A7R5 avec un capteur donc mis à jour, un capteur de 60 millions de pixels. On aurait à l'intérieur de ce boîtier de la 8K 30 fps, de la 4K 120 fps. On aurait toujours donc la stabilisation 5 axes. Au niveau des rafales, on serait entre 10 et 20 images par seconde. On aurait donc le flippy screen, donc l'écran qui est orientable et non pas seulement l'écran qui peut s'orienter en haut et en bas, mais on aurait l'écran qui peut sur rotule finalement. Il serait proposé à un prix de quasiment 4000 $. Ensuite, on aurait un Sony A1000, donc qui serait un crop sensor, donc un APS-C de 33 millions de pixels, qui permettrait de faire des rafales en 30 images par seconde avec le shutter électronique. Il aurait a priori donc le corps de l'A1 et il aurait seulement un écran donc orientable en haut et en bas, donc pas d'écran sur rotule, et on pourrait avoir de la 4K 120 fps mais avec un crop. Ce boîtier serait proposé aux alentours de 3000 $. Ensuite, on aurait le Sony A9 III, donc un capteur full frame de 24 millions de pixels, des rafales en 30 fps, les nouveaux menus Sony, l'écran orientable seulement en haut et en bas, et on aurait aussi de la 4K 60 fps, a priori sans crop, et on serait aux alentours de 5000 $. Ensuite, on aurait le Sony Alpha 5, Sony Alpha 5, donc qui serait un full frame également de 24 millions de pixels, qui pourrait faire des petites rafales de 5 images par seconde. On aurait donc un écran cette fois-ci sur rotule, on serait sur de la 4K 30p mais en mode crop. Alors ça, je comprends pas très bien, mais en même temps, vu le prix du boîtier, pourquoi pas. Donc 4K 30 fps avec un crop. On n'aurait qu'un seul slot de carte SD et on serait à 1200 $. Et enfin, donc la dernière rumeur pour Sony, donc le Sony Alpha 3, qui serait un boîtier qui tournerait sous Android, qui serait un full frame de 12 millions de pixels avec une monture E, donc pour mettre des objectifs donc de la gamme Sony ou Tamron, etc. Enfin tous les objectifs qui ont des montures
monture E. On pourrait faire des rafales de 5 images par seconde. Il aurait un écran donc sur rotule. Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait, c'est sur rotule, donc complètement comme les nouveaux, comme la 7 IV ou la 7 III. On serait sur de la 4K 60 fps sur la totalité du capteur, donc il n'y aurait pas de crop. Mémoire interne, donc pas forcément de la possibilité de mettre de carte mémoire. Ça me paraît un petit peu étonnant, mais why not? Et il serait proposé en dessous de 1000 $. Maintenant, les rumeurs pour DJI. Alors DJI pourrait prévoir de lancer un appareil, un boîtier moyen format en 2022, et ça serait un modèle Hasselblad X1D 100C qui sortirait donc en 2022, qui comporterait donc un capteur moyen format de 100 millions de pixels. Toujours dans l'actualité DJI au niveau des rumeurs, donc probablement sur avril 2022, on devrait voir le DJI Mini 3, donc c'est un drone, donc en avril. En juin, on aurait 2 stabilisateurs qui sortiraient, donc le DJI RS3 et le DJI RS-C3. Toujours en été, on verrait donc venir le DJI FPV Mini, donc un mini drone FPV de DJI. Pourquoi pas. En septembre 2022, donc le DJI Inspire 3. En novembre 2022, cette fois-ci, donc fin d'année prochaine, le DJI Pocket 3. Donc tout ceci ne reste que des rumeurs, mais on a quand même un petit calendrier qui est assez précis, donc il y aurait eu peut-être quelques fuites côté DJI. Maintenant pour Panasonic, alors Panasonic ils sont un peu dans la tourmente, on attend avec impatience le Panasonic GH6, donc pour l'instant ce qu'on sait sur le GH6 c'est qu'il aura un capteur plus rapide qui prendra en charge la prise de vue vidéo 5,7K en 60p, qui devrait pouvoir également faire de la 4K 60p en 4.2.2, je suppose 10 bits en interne. C'est un nouveau capteur micro 4 tiers, donc attention, on reste sur du micro 4 tiers, on n'est pas sur du full frame. A priori, donc il y aura un nouveau processeur pour l'image. Au niveau de l'autofocus, qui est aujourd'hui peut-être un des gros points faibles de Panasonic. Alors évidemment, quand on travaille en focus manuel ou avec un follow focus, ça pose pas beaucoup de soucis, mais si on fait un petit peu de run and gun, on a besoin d'avoir un autofocus sur lequel on puisse compter. Et pour l'instant, Panasonic n'a pas forcément bonne presse au niveau de sa technologie d'autofocus. Donc voilà, on attend avec impatience le GH6, il est visiblement encore en phase de développement, à voir ce que ça donnera. Maintenant au niveau de l'actualité Canon, donc Canon devrait sortir en juillet 2022 le Canon R1, donc il n'y a pas encore de specs qui ont fuité entre guillemets. Ensuite on devrait avoir donc un EOS RP Mark II, donc qui devrait être aux alentours de 800 $, donc pour le boîtier seul. Donc également dans les rumeurs sur Canon, on devrait avoir l'EOS R7, donc qui sera un appareil photo donc hybride APS-C. Donc également on parle de l'EOS R5S, qui sera donc un appareil photo hybride plein format avec un nombre de millions de pixels super élevé, donc on devrait être aux alentours de 100 millions de pixels, et donc il sera fait normalement pour concurrencer l'A7 R5 qui devrait sortir en 2022 suivant les rumeurs. Donc également, je ne l'ai pas précisé, mais pour l'EOS R1, j'avais mis cette information un petit peu en dessous, donc au niveau de mon anti-sèche. Donc ça serait un appareil photo hybride plein format qui concurrencerait le Nikon Z9 et le Sony Alpha One, et qui sortirait, alors j'ai dit juillet 2022, alors il y a une autre source qui dit plutôt fin 2022, on verra honnêtement à quoi s'attendre sur 2022. J'en ai terminé donc pour la revue de 2021, pour les rumeurs. Je vous souhaite une nouvelle fois une super année 2022. Donc je sais que la situation n'est pas simple et j'espère vraiment que tout ça va s'améliorer en 2022. En attendant, n'oubliez pas donc mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!